Voilà, bonjour, on va continuer le cours d'intelligence économique. Aujourd'hui, on est dans le cours numéro 6. Et avant de commencer le cours, comme je vous avais promis la dernière fois, de répondre à deux questions que je vous avais posées, et j'espère que vous avez trouvé les réponses. La première question était la suivante. On avait dit que il y avait, vous le savez déjà, qu'il y a eu deux révolutions industrielles. La première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle. Et qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle une troisième révolution. Donc la question était, quelle est aujourd'hui, au XXIe siècle, la révolution que nous vivons? Bien sûr, la réponse est la révolution digitale. Donc aujourd'hui, vous savez que euh, comme la révolution industrielle et la première et deuxième révolution industrielle avaient eu des impacts et également entraîné des bouleversements très importants, hein, vers le 18e, 19e siècle. Aujourd'hui également, avec le 21e siècle, vous savez qu'aujourd'hui, les technologies d'information et de communication, euh, également le digital, aujourd'hui, a entraîné aussi, tout comme les révolutions industrielles avaient entraîné des bouleversements, aujourd'hui également, le digital a entraîné et même et continue d'entraîner, hein, de grands bouleversements, hein. Et ça, ce sont des bouleversements que l'on retrouve presque dans tous les domaines, dans tous les aspects, hein, dans beaucoup d'aspects, sous plusieurs formes, également dans presque tous les domaines, aussi bien dans le domaine social, politique, économique, environnemental, etc. Hein, ouais. Donc c'était ça la réponse à cette question-là. J'avais également posé une deuxième question, c'était la suivante. Quelle est l'utilité de l'intelligence économique? Donc, selon vous, quelle est l'utilité de l'intelligence économique? L'intelligence économique, on avait déjà donné la définition depuis le début du cours. Nous avions dit que l'intelligence économique, c'est une science, ou bien, si vous voulez également, un domaine, utilisé non seulement dans le domaine économique, dans le domaine au niveau des entreprises, au niveau des États, etc. En tout cas, c'est une discipline qui est utilisée et qui permet de faire le collecte, de collecter l'information, de faire la collecte d'informations, de collecter l'information, de stocker l'information, de l'analyser, de traiter cette information-là, et aussi, bien sûr, après de la diffuser, de diffuser cette information. Mais bien sûr, à quoi va servir cette information-là maintenant? L'information va servir à prendre des décisions importantes, à prendre des décisions stratégiques. Donc c'est ça qu'on avait donné comme définition de l'intelligence économique. Maintenant, il faut savoir que donc, cette intelligence économique-là regroupe plusieurs domaines, hein. Parmi les domaines, il y a par exemple ce qu'on appelle la veille stratégique, hein, qui consiste à en permanence rechercher de l'information sur les acteurs qui se trouvent dans notre domaine d'activité. Par exemple, si nous sommes une entreprise, les acteurs qui se trouvent dans notre environnement, hein, dans l'environnement dans lequel nous évoluons, il y a par exemple le marché, ou bien en tout cas si vous voulez, les clients, il y a aussi les concurrents, il y a par exemple aussi, il peut y avoir aussi les fournisseurs, etc. Il y a l'État, etc. Donc ce sont les acteurs que nous retrouvons. Et donc, donc faire de la veille, ici, va consister à rechercher des informations sur ces acteurs-là et donc et à analyser et traiter cette information-là afin donc de pouvoir prendre des décisions stratégiques. Voilà. Donc l'utilité de l'intelligence économique, c'est quoi? Bien sûr, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, à quoi ça devrait nous servir normalement? À tout simplement, par exemple, si nous sommes dans une entreprise, donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus élargie, hein. Donc, et ça permet aussi bien sûr de mieux comprendre le fonctionnement du monde, de mieux comprendre comment les choses fonctionnent aujourd'hui, et également d'être conscient de certains enjeux, et également de pouvoir prendre en considération ces enjeux-là dans la stratégie de notre entreprise. Si par exemple nous sommes dans une entreprise. Mais il faut savoir, attention, l'intelligence économique n'est pas seulement utilisée dans le domaine, au niveau des entreprises, hein, dans le domaine privé
ou en tout cas au niveau des sociétés, mais également c'est un outil, c'est une discipline qui est utilisée également au niveau des États. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc l'intelligence économique aujourd'hui est une discipline qui est utilisée non seulement par les entreprises, mais aussi également par les États et également par beaucoup d'autres organisations, hein. Donc aujourd'hui, si vous avez une maîtrise ou bien une certaine connaissance de cette discipline-là, ça devrait normalement vous permettre d'être mieux conscient, d'avoir plus, d'être mieux conscientisé, donc de mieux prendre en considération tous les aspects dont on a parlé jusqu'ici, hein, le changement, hein, du monde, hein, les nouvelles réalités, hein, au niveau mondial, les bouleversements qui ont été occasionnés par les deux guerres qui ont donc de 14-18 et de 39-45, et également tous les changements qui sont survenus après ces deux guerres-là également, hein. Comment également les choses ont changé avec l'apparition des technologies d'information et de communication, ce qu'on appelle les TIC, l'apparition de ces technologies-là, l'apparition également occasionnée aussi par l'expansion des marchés, les nouvelles régulations qui sont apparues également, la mondialisation, l'ouverture des marchés, la création d'organisations internationales comme par exemple l'OMS, l'ONU, le FMI, etc. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles aujourd'hui celui qui est initié à l'intelligence économique, donc il doit prendre en considération tous ces éléments-là, tous ces aspects-là dans ses stratégies, dans ses décisions, hein. Et donc c'est lui normalement qui doit aider l'entreprise, ou en tout cas qui doit aider l'organisation dans laquelle il travaille à prendre les bonnes décisions et également à pouvoir prendre en considération tous ces changements-là, tous ces bouleversements-là dans ses décisions stratégiques. Donc en quelque sorte, donc en résumé, c'est à cela que sert aujourd'hui. Donc si on voulait répondre à la question à quoi pouvait servir l'intelligence économique, donc on peut donner cette réponse-là, hein, à cette question. Voilà, donc sans plus tarder, on va rapidement poursuivre notre cours. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles perspectives. Parce que n'oubliez pas, nous nous étions posé la question suivante. Donc, les bouleversements dont on avait parlé dernièrement, est-ce que c'était des opportunités ou bien des menaces? Est-ce qu'elles présentaient des opportunités ou bien des menaces? Voilà, donc c'était ça la question. Et bien sûr, vous allez voir qu'il y a en même temps les deux, hein. Il y a en même temps les deux. Il y a en même temps des opportunités, mais aussi des menaces. Par exemple, on a ici de nouvelles perspectives. Parmi les nouvelles perspectives, il y a bien sûr l'apparition de nouveaux marchés et également en même temps de nouveaux produits, hein. Et avec cela, on a l'ouverture des marchés, hein. De moins en moins de marchés protégés avec l'apparition de moins et on assistait à de moins en moins de marchés protégés parce que n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme, hein. Le protectionnisme, ça consiste à quoi? En quelque sorte, donc c'est quand l'État, la plupart du temps, donc souvent, intervient dans le marché en essayant par exemple de faire des subventions ou bien des trucs comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle le protectionnisme. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple des États-Unis, qui était, je pense, le pays le plus libéral, hein, dans le monde, hein, aujourd'hui, on dirait que donc si on voit la façon dont le pays est géré, surtout avec l'actuel président, hein, le président Trump notamment, pour ne pas le citer, on peut voir que c'est un pays aujourd'hui qui, on dirait en quelque sorte, est en train de retourner vers ce protectionnisme-là. Hein, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, hein, l'État est en train de presque intervenir dans beaucoup de domaines. Hein, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on appelle le protectionnisme. Hein, et bon, en tout cas, après, dans les années précédentes, hein, on voyait que ce qui était la tendance, c'est que la plupart des marchés étaient de moins en moins protégés. Donc l'État, hein, intervenait de moins en moins dans ces marchés-là. Et bien sûr, cela aussi s'est accompagné également de la création de nouveaux marchés. Hein. Comme on avait dit la dernière fois, hein, le marché n'était plus seulement l'endroit où l'entreprise se trouve, où on se trouve, mais le marché aujourd'hui, c'est presque le monde entier. Hein. Aujourd'hui, le marché, c'est le monde entier. Donc l'entreprise peut se permettre de vendre partout dans le monde. Et en même temps, cela aussi, naturellement, va avoir comme conséquence aussi
la généralisation de la concurrence. Ben, aujourd'hui, si moi, aujourd'hui, je crois que d'après les dernières estimations, on a dit que la population mondiale était estimée à environ un peu plus ou moins 7 milliards de personnes. Donc aujourd'hui, moi, si par exemple, je me dis que je suis une entreprise et que mes clients potentiels, hein, mes prospects, mes clients potentiels, c'est pratiquement 7 milliards de monde, ça veut dire que je peux prétendre peut-être vendre mes produits à presque toutes les personnes qui se trouvent dans le monde. Mais en même temps, je dois également être conscient que, mais en même temps, presque toutes les entreprises qui se trouvent également dans le monde sont également mes concurrents. En tout cas, mais bon, attention, parce que vous savez qu'il y a également ce qu'on appelle des concurrents directs et des concurrents indirects. Voilà. En tout cas, même si ce ne sont pas des concurrents directs, au moins je peux en tout cas, voilà, je dois en tout cas être conscient que il y a beaucoup d'entreprises qui sont mes concurrents, même si je les connais pas, et que même si aussi ces entreprises-là ne se trouvent pas forcément dans le lieu où se trouve mon entreprise. Voilà. En tout cas, donc il y a une généralisation de la concurrence. Et aussi, bien sûr, une diversification permanente des besoins. Également, une diversification des produits et également des services. Voilà, les besoins deviennent de plus en plus divers, mais aussi les produits, en fonction des besoins, aussi, naturellement, aussi deviennent de plus en plus divers, hein, et personnalisés. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais dans les cours précédents, on avait parlé de ce qu'on appelle ici, vous voyez, la production personnalisée. Hein, donc, l'entreprise maintenant fabrique, conçoit le produit en fonction de la besoin, en fonction donc d'une demande bien précise, n'est-ce pas? Et bien sûr, avec toujours ces nouvelles perspectives-là, on a aussi l'apparition de nouveaux partenariats stratégiques, avec notamment ce qu'on appelle la compétition. La compétition, si on voulait peut-être donner une petite définition de la compétition, c'est quoi? La compétition, c'est tout simplement la coopération ou bien une compétition, une concurrence. Ça peut être également de la collaboration ou bien de la concurrence, hein, en fonction de circonstances ou bien d'opportunités qui se sont présentées. Hein, voilà, donc c'est ça qu'on appelle la compétition. Donc ça se passe entre les différents acteurs économiques, hein, entre les différents acteurs économiques qui peuvent se faire la concurrence ou bien peut-être aussi devenir des partenaires. Hein, voilà. Ça, c'est ça. Bon, on peut donner plusieurs exemples, hein, avec des alliances ou bien des partenariats partout dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que la plupart des multinationales dont vous entendez parler, mais ces multinationales-là ne sont pas détenues par une seule personne ou bien par un seul pays. Si par exemple ce sont des entreprises publiques, ben, c'est pas seulement l'État qui détient ça, mais la plupart du temps, hein, il y a un partenariat. Par exemple, je peux donner des exemples ici au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, par exemple. On a une entreprise nationale comme la Sonatel. La Sonatel aujourd'hui, bon, c'est une entreprise publique qui appartient à l'État, mais qui a fait un partenariat aujourd'hui avec Orange, hein, qui est une entreprise privée. Et vous voyez que donc, cette alliance-là, hein, c'est également une forme de compétition. Donc, vous voyez. Et on peut donner plusieurs exemples comme ça. La plupart des grands groupes internationaux que vous voyez aujourd'hui, hein, les Toyota, les BMW, je ne sais pas, on peut donner plusieurs exemples, hein, d'entreprises comme ça. Mais la plupart de ces entreprises-là aujourd'hui, hein, donc, en tout cas, les propriétaires de ces entreprises-là, les actionnaires dans ces entreprises-là, la plupart du temps, donc, ils font des partenariats. Hein, donc, les actionnaires font des partenariats avec d'autres acteurs. Mais aussi, ça peut être parfois, comme je vous ai dit, hein, ça peut être également, ça peut se manifester sous forme de concurrence. Hein, voilà, sous forme de. On a aussi, bien sûr, le contrôle des entreprises avec ce qu'on appelle le corporate governance, la fusion-acquisition, hein, la participation. Vous avez vu que, par exemple, si je donne ici l'exemple avec aujourd'hui Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., vous avez vu comment, hein, Facebook a acheté, a fait l'acquisition de ces autres réseaux sociaux-là. Comme Facebook était en quelque sorte un concurrent de WhatsApp, hein, et également d'Instagram. Mais par souci de concurrence et aussi pour ne pas peut-être se laisser
dépassé par ces concurrents-là. Vous avez vu que Facebook, qui était plus en avance par rapport aux nouveaux arrivants, qui étaient WhatsApp et Instagram par exemple, vous avez vu qu'eux, ils ont décidé d'acheter ces derniers. Donc ils ont acheté Instagram et WhatsApp. Donc pour éliminer la concurrence tout simplement, hein, pour éliminer la concurrence. En tout cas, donc tout ça c'est une forme de contrôle de la concurrence également. C'est également, ça fait partie des règles, les règles de la, voilà, des règles de compétition, hein, la compétitivité dont on avait parlé dernièrement, hein, c'est l'autorégulation des marchés. Il y a aussi le contrôle de la technologie, hein, avec notamment qui passe parfois par le recherche-développement, hein, ce qu'on appelle le RD ou bien la RD, mais aussi la propriété intellectuelle et également industrielle. On a aussi le contrôle des marchés, l'implantation, avec l'implantation, le développement des réseaux, l'adaptabilité des produits, etc., de la publicité, de la communication, etc. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, la plupart des entreprises aujourd'hui cherchent de plus en plus à s'étendre, hein, à s'implanter dans le maximum de pays possible, hein, voilà, à se retrouver partout dans le monde. Et toujours, on a également, dans ces nouvelles opportunités-là, dans ces nouvelles perspectives, la manifestation d'opportunités de développement, hein, l'apparition d'opportunités de développement, avec notamment l'accès à l'épargne privée, hein, mondiale, comme l'accès à des institutions comme le FMI, le Fonds monétaire international ou bien la Banque mondiale, qui aujourd'hui est là pour aider les États, hein, la plupart du temps. Donc, ces organisations-là aident les États en leur accordant par exemple des financements, hein, en leur aidant à mieux gérer leur économie, en leur aidant par exemple à réguler le marché, etc. Mhm. On a aussi l'accès à la connaissance et à la technologie, hein, également avec ce qu'on appelle principalement la formation, hein, l'accès à la formation et également le transfert de connaissances. Hein, vous voyez comment aujourd'hui la formation est accessible. Aujourd'hui, il est possible de se former partout dans le monde, avec même des universités qui se trouvent ailleurs. Et tout ça, c'est possible notamment grâce à Internet, hein. Mais aussi le transfert de connaissances, hein, le transfert de connaissances. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui disent que si aujourd'hui la Chine s'est développée, c'est grâce notamment à cela, hein, principalement au transfert de connaissances. Parce qu'en fait, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois, ils sont très intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Quand, par exemple, un investisseur veut venir investir en Chine, ils vont lui demander, ils vont presque même le forcer à co-créer, c'est-à-dire à s'associer avec un Chinois et maintenant à apprendre à ce Chinois-là la technologie, hein, ou bien en tout cas le savoir-faire de cet investisseur-là, ou bien de son entreprise. Ouais, c'est ça qu'on appelle le transfert de technologie. Donc il y a beaucoup euh, de spécialistes, ou bien en tout cas de personnes qui ont dit que à peu près les Chinois, c'est comme ça qu'ils ont fait pour se développer aujourd'hui, donc notamment à ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Mais aussi, parmi les nouvelles perspectives, toujours, il y a l'accès aux marchés mondiaux, hein. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, donc l'ouverture des marchés. Mais aussi l'attractivité des territoires, hein, avec notamment aujourd'hui ce qu'on appelle le développement des infrastructures, de la fiscalité, de la gouvernance, de la compétence. Aujourd'hui, vous savez que tout comme les entreprises, aussi bien publiques que privées, cherchent à attirer la clientèle vers elles, à développer leur activité, etc. Aujourd'hui également, les États font la même chose, hein, hein. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un marketing des États, hein. Il y a un marketing des collectivités. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, les entreprises font de la publicité, font de la communication pour attirer les clients vers elles. Aujourd'hui également, il faut savoir que les États font ça également. Ils font de la compétition. Les États aujourd'hui font de la compétition et essaient d'attirer le maximum possible de personnes, que ce soit des touristes ou bien des investisseurs. Aujourd'hui, les États aujourd'hui font de plus en plus d'efforts pour attirer les personnes, les investisseurs, les touristes vers eux. Et tout ça, c'est donc avec les nouvelles opportunités, les nouvelles perspectives, hein. Et aussi, enfin, on va terminer avec ça. Il y a aussi l'apparition de risques et de menaces, hein. Parmi les risques et les menaces, il y a la multiplication des crises, hein. Je vous ai parlé dernièrement de la crise de 2008 qui ne date pas de trop longtemps.
hein, ce qu'on appelle plus peut-être communément la crise des subprimes, hein, qui est une crise immobilière qui est partie des États-Unis et qui a presque eu des impacts dans tous les pays du monde, hein, dans tous les autres pays du monde, n'est-ce pas? Hein, parfois aussi, vous voyez que des fois aussi, on a des crises qui touchent parfois les matières premières. Et des fois aussi, c'est la finance. Vous voyez, donc en tout cas, parce que tout est globalisé aujourd'hui. Hein, donc tout est globalisé. Ce qui touche un pays aujourd'hui, hein, également a des impacts, des répercussions sur tous les autres pays qui se trouvent dans le monde. Je vous avais donné par exemple la citation ou bien la phrase là qui est vraiment très illustrative, qui disait que quand les États-Unis sont enrhumés, c'est le monde qui éternue. Ouais, donc ça, c'est une phrase qui est vraiment très illustrative et qui montre aujourd'hui comment les pays sont interdépendants les uns les autres. Parmi également les risques et les menaces, il y a la concurrence sud-sud. Hein. Les pays du sud, vous les connaissez, ce sont les pays pauvres ou bien en développement, comme on le dit, qui se trouvent principalement en Afrique et aussi dans une partie de l'Amérique, principalement et notamment en Amérique du Sud. Hein. Et bon, en tout cas, tous les pays en développement aujourd'hui, voilà, qui souvent sont caractérisés par une perte de compétitivité, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à se faire une place au niveau mondial, hein, dans la scène internationale, que ce soit aussi bien les pays que les entreprises de ces pays-là. On a aussi bien sûr une perte de souveraineté, hein, la perte de souveraineté. Vous savez que si un État euh, euh, emprunte beaucoup d'argent, surtout au niveau des institutions internationales la plupart du temps, vous voyez que cet État-là peut, à la longue, ou bien peut-être s'il ne fait pas attention, perdre sa souveraineté, parce que ce sont les institutions internationales-là qui viennent lui dicter, hein, ce qu'il doit faire. Hein. On peut donner plusieurs exemples. C'est pas seulement des trucs qu'on voit en Afrique. Hein. C'est vrai que même si ici, je dirais que les pays qui souffrent le plus de ça, de cette perte de souveraineté-là, c'est bien sûr les pays africains, qui sont la plupart du temps donc les pays les moins avancés, les pays qui souvent les plus endettés, hein, ce sont les pays les plus endettés. Mais il faut savoir qu'également, ça touche même parfois des pays européens. Par exemple, en Europe, on peut donner l'exemple de la Grèce, qui il y a quelques années avait tellement emprunté, je crois, au niveau du FMI que c'était le FMI, si je ne me trompe pas, je crois que c'est plus le FMI ou bien la Banque mondiale qui venait leur expliquer ou bien leur dire comment mettre en place des mesures pour essayer donc de gérer l'économie et de sortir euh, euh, de la situation donc, dans laquelle ils se trouvaient. Ouais. Donc l'emprunt, l'endettement, ça peut aussi entraîner la perte de souveraineté de certains États. Et enfin également, on a le développement de l'économie criminelle. Vous voyez qu'aujourd'hui également, l'économie criminelle aussi, c'est un grand problème. Hein. C'est un grand problème dans beaucoup d'États. Aussi bien dans les pays, dans les États, dans les pays développés, comme on le dit, et également dans les pays en voie de développement. Hein. La vente de drogue, par exemple, la vente d'armes. Vous voyez aujourd'hui comment, aux États-Unis, aujourd'hui, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, hein, le débat sur les armes est une question d'actualité jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, par exemple. Hein, parce que euh, voilà, il y a une prolifération, hein, c'est-à-dire les armes circulent, hein, sans problème là-bas, par exemple aux États-Unis. La drogue, par exemple, aujourd'hui également circule dans presque tous les pays du monde. Hein, même si c'est vrai que elle circule plus dans certains États que dans d'autres, mais aujourd'hui la drogue c'est un problème mondial. Hein. Le trafic d'êtres humains également. Vous voyez qu'aujourd'hui avec la migration, hein, les Africains qui veulent coûte que coûte aller en Europe, et vous voyez comment aujourd'hui ça cause un problème. Hein. Le blanchiment d'argent, la contrefaçon, la corruption, le terrorisme, voilà, tout ça ce sont également des risques et également des menaces qui sont également venus avec la mondialisation, la globalisation. Voilà, donc je crois qu'on peut s'arrêter là et on va continuer la prochaine fois.